Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Café Marxiste entretien en ligne. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Toulouse. Jean-Michel, tu es un ancien directeur d'hôpital public. Tu es aussi engagé dans plusieurs associations d'éducation populaire. Tu as notamment été un fondateur du syndicat CGT des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens de la santé. Tu es aussi docteur en droit public et essayiste, et tu t'intéresses depuis longtemps à la question de la démocratie directe. Donc aujourd'hui on va parler de ce sujet-là. On fait aussi cet entretien à l'occasion de la sortie de ton nouvel ouvrage que tu as sorti en novembre 2022 et qui s'appelle « La démocratie directe, délibérative, bilan et perspective ». Alors ce livre est scindé en 2 tomes. Dans le premier tome, le premier tome est intitulé « La démocratie ne peut être représentative ». Et dans la partie 2, « Quelle démocratie délibérative ?» Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. En regardant la bibliographie, on a vu quand même que c'était tu t'appuies sur des références marxistes, léninistes, tu fais aussi référence à Hegel. Et il y a beaucoup d'auteurs aussi de sociologie politique, donc une solide base bibliographique. Donc en guise d'introduction, je voulais te demander, étant donné que tu as été directeur d'hôpital public, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette destruction de l'hôpital que tout le monde constate et déplore aujourd'hui? Peux-tu nous dire pourquoi a-t-elle eu lieu, au nom de quoi et comment elle s'est faite? D'accord. Bon, d'abord, merci Yannick et merci au PRCF et au Café Marxiste de me donner l'occasion de m'exprimer. J'ai eu la chance ou la malchance d'arriver dans la profession de directeur d'hôpital en 1975. Et pour moi, c'est à peu près la limite de l'apparition de ce qu'il est convenu d'appeler le néolibéralisme. Une forme de capitalisme, qui deviendra de plus en plus financiarisé et dont un des objectifs, est de liquider l'État social. Donc de liquider la sécurité sociale, donc de liquider l'hôpital public. Voilà, et donc ça commence à partir de là, en gros. La dernière grande loi hospitalière, c'est celle de 1970, la loi Boulin, qui créait un service public hospitalier. Bon, tout ça naturellement n'existe plus. Dernière grande loi progressiste, je veux dire. Oui, disons, d'inspiration gaulienne. Donc il y a des aspects progressistes. Tout ça a été progressivement remis en cause dès l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Puisqu'il y a le fameux tournant de la rigueur de 83 que personne n'a oublié. Mais ça coïncide tout simplement avec les réflexions qui commencent à avoir cours sur la tarification et la pathologie pour remplacer le prix de journée. Puis après, naturellement, au fur et à mesure que l'idéologie bourgeoise, nouvelle formule, était implantée, on a commencé avec les ordonnances Juppé de 95, la loi HPST de Bachelot, hôpital, santé, patient, territoire, les lois Touraine de 2015-2016, et les ordonnances Macron 2017 qui avaient la mission de parfaire un petit peu tout ça. Et a été mis en place ce qu'on appelle le New Public Management, inspiré de l'entreprise capitaliste. Voilà, on voulait faire de l'hôpital, on veut toujours faire de l'hôpital une entreprise. Ce qui est allé à l'encontre totale de ce qui avait été fait jusqu'en 1975. Bon, grâce à un fort parti communiste à l'époque, grâce à une forte CGT à l'époque, et grâce à des mouvements sociaux qui avaient été quand même très dynamiques, voilà, on ne les citera pas tous, mais pas oublier 68, et puis un certain nombre d'autres mouvements, on passe. Tout le monde les connaît. Bien, alors, l'objectif c'est de liquider effectivement l'État social, je l'ai dit, la sécurité sociale et l'hôpital public. L'hôpital public qui était envié partout dans le monde, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous assistons à la destruction de l'hôpital public. Alors ça s'est fait très progressivement, mais assez logiquement,
hein, par les tenants, je dirais, du capitalisme mondialisé, financiarisé, néolibéral. On a commencé par mettre en place la tarification à l'activité. On a poursuivi en portant atteinte aux conseils d'administration qui sont devenus des conseils de surveillance. Vous voyez, parfois la terminologie n'est pas complètement anodine. Conseil de surveillance, c'est le nom des directions, je dirais, des entreprises capitalistes. Bon, subitement le conseil d'administration n'avait plus voix au chapitre sur le budget. On a mis en place aussi des organisations départementales d'hôpitaux très centralisées, avec les groupements hospitaliers de territoire. On a mis en place les agences régionales d'hospitalisation, plus tard devenues agences régionales de santé. On a donné des pouvoirs très importants aux préfets de la santé, hein, que sont les directeurs des ARH puis des ARS. On a terminé la réforme de la tarification en mettant fin au budget global, qui avait ses inconvénients. Hein. Et puis voilà, on a renforcé les pouvoirs du directeur, hein, directement nommé par le ministère, mais surtout par le directeur de l'agence régionale de santé. Le directeur est devenu un exécutant, je dirais, de l'ARS, et non plus du tout responsable devant son conseil d'administration, hein, devenu conseil de surveillance, qui ne donne plus qu'un avis sur le budget. Hein. Ça, c'est quand même formidable. Hein, dans un établissement public comme l'hôpital, financé quand même, je dirais à 90% par la sécurité sociale, eh bien les responsables de la sécurité sociale n'ont qu'un avis consultatif à donner. Ils ont un strapontin, hein, au conseil de surveillance, mais c'est tout. Et donc le conseil de surveillance ne donne plus d'avis sur le budget. Il donne un avis, mais qui est consultatif. Autant dire qu'il n'a aucune valeur. Bon. On a mis en place les fameux pôles médicaux, hein, chirurgicaux, médico-obstétriques. On a laissé mourir la psychiatrie publique. Je signale entre parenthèses que à peu près 20% des individus qui sont dans les prisons relèvent de l'hôpital psychiatrique. Évidemment, on ne peut pas à la fois fermer des lits de psychiatrie, hein, puisqu'on en a fermé quand même un paquet. On a fermé en gros 100 000 lits publics depuis 25 ans. Ce qui est tout à fait considérable. Bon. Donc voilà, donc on modifie les organismes de décision. Macron met un point final à tout ça en supprimant les CHSCT, l'ordonnance Macron, et en supprimant les CTE. Tout ça est allègrement fondu dans le Conseil social et économique, les CSE. C'est-à-dire que d'un trait de plume, on divise par deux les organisations représentatives du personnel, les ORP. Bon, donc on ne parle de conditions de travail et de sécurité dans les hôpitaux qu'en fin d'ordre du jour, on va dire. Hein. Voilà. Mais par contre, on conserve la CME, Commission médicale d'établissement, pour ne pas trop se mettre à dos les médecins. Je vais en dire 2 mots après. Voilà, et le tour est joué, je veux dire. Hein. Les conseils d'administration sont transformés en chambres d'enregistrement. Le directeur est le patron, Sarkozy, hein, merci Sarkozy, le seul patron de l'hôpital. On maintient quand même une organisation un petit peu corporatiste quand même des commissions médicales d'établissement. On supprime le CTE, on supprime le CHSCT. On met en place la T2A. Et tu peux expliquer un petit peu. La tarification à l'activité. Alors ce sont des tarifs par pathologie, si vous voulez. Hein. Quand même quelque chose qu'on a oublié, ça a quand même été le début de la réflexion, c'est sous Jacques Ralit, quand il était ministre de la Santé. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Bon, puis après ça a poursuivi son cours, et on est arrivé donc à la tarification à l'activité, mis en place en 2002. C'est des tarifs nationaux, qui est déjà une première critique qu'on peut faire. Donc c'est une grille, pour chaque acte médical, voilà, on donne un tarif. Appendicectomie, tel coût. Je dis n'importe quoi, parce que j'ai plus les chiffres en tête, on va dire 2500 €. Donc vous faites tant d'appendicectomie dans un hôpital, vous multipliez par le nombre, le tarif. Voilà. Et donc, il y a une inversion aussi, et ça pour toutes les pathologies. Donc il y en a plus de 700 et des poussières.
Quand j'ai quitté les hôpitaux en 2005, on était dans ces chiffres-là. Ça a sûrement dû très peu varier. Bon, donc le but de ça, c'est de mener vers la privatisation. Bien sûr, alors je vais y venir. Et donc, tarification à l'activité, alors changement de logique. Pendant le budget global, sans trop entrer dans les détails, c'est expliqué dans le livre, hein. Sans donc rentrer dans les détails, quand on était sous le budget global, on commençait par déterminer nos dépenses. Des dépenses de personnel, de matériel, de produits pharmaceutiques, d'électricité, d'informatique, tout ce que vous voudrez. Et puis en fonction de ça, on déterminait un prix de journée, puis un budget, après le prix de journée, budget global. Et on nous allouait le budget de l'hôpital en fonction de ça, en négociant avec les DAS et les DRAS. Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, direction régionale de l'action sanitaire et sociale. Tout ça ayant été liquidé pour mettre en place les HAS, avec les lois Juppé, des ordonnances Juppé, puis ensuite... Haute autorité en santé. Voilà. Alors ça, la haute autorité en santé, c'est autre chose. Ouais. Là, je parle des agences régionales de santé. D'accord. Bon. Et là, ça n'est plus le conseil d'administration devenu conseil de surveillance qui discute du budget, c'est le directeur directement avec son directeur d'agence régionale de santé. Bon, voilà, le but de la tarification à l'activité, c'est ça. Et donc, au lieu de raisonner en fonction des dépenses, on raisonne maintenant en fonction des recettes. Voilà, et donc on demande aux hôpitaux, voilà, monsieur le directeur, que pensez-vous que sera votre activité dans l'année qui vient ? Hein, dans l'année qui vient, alors, au niveau de la chirurgie, au niveau de la médecine, au niveau de la maïotique, enfin, de l'obstétrique, voilà, quels sont les niveaux d'activité que vous envisagez. Là vous en faites trop, il va falloir réduire, là vous en faites pas assez, il va falloir augmenter. Bon, l'objectif étant naturellement il n'y a plus de planification il y a longtemps en matière de santé, mais c'est le marché qui décide, si tu veux, le marché qui décide, et donc si il faut réduire telle ou telle activité, on diminue le prix de journée, enfin le tarif, pardon, et si on veut encourager telle ou telle autre, on l'augmente. Et puis il y a deux tarifications, la tarification publique et la tarification privée, des cliniques privées. La deuxième tarification étant d'ailleurs spécifique et plus élevée que la première. Bon, cela dit au passage. Et donc voilà, on laisse faire la loi du marché, c'est l'esprit même du néolibéralisme, du capitalisme. J'aimerais bien le mot néolibéralisme, moi. Je préfère capitalisme, oui, sous une nouvelle forme, voilà, financiarisée si on veut, mais c'est toujours du capitalisme. Bon. Voilà, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça. Et on voit bien qu'avec la suppression des lits, hein, plus de 100 000 depuis 25 ou 30 ans, on voit bien que la crise dans laquelle est installé malheureusement l'hôpital public, hein, il n'y a plus de médecins. Alors l'histoire est intéressante, je termine par là pour pas être trop long là-dessus. L'histoire du numerus clausus chez les médecins, c'est assez intéressant. Ça remonte effectivement également aux années 60, fin des années 70, où il y a un type un énarque bien sûr, tout à fait bien inspiré, qui avait dit, moins il y aura de médecins, moins il y aura des dépenses de santé. Donc ils ont allègrement diminué, voire comment on atteignait des chiffres tout à fait ridicules, hein, au niveau du numerus clausus pour former les médecins. Et donc c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec un nombre de médecins, si tu veux, tout à fait critique. Bon, alors je sais bien que le numerus clausus, paraît-il, a été supprimé. Moi je dis qu'il n'a pas du tout été supprimé, puisque les facs de médecine ne vont déterminer le nombre de médecins qu'en fonction de leur propre budget. Et comme au niveau des universités, on contrôle également les budgets de chaque fac de médecine, les doyens, ils ne font que créer comment dirais-je, ils ne mettent en place que le nombre de postes qu'ils peuvent financer. Voilà. Et donc, c'est une sorte de numerus clausus caché, camouflé. Hein. Bon, comme beaucoup de choses chez Macron. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc une crise hospitalière. Bon, je rappelle pas quand même la grève dans les services d'urgence. Hein. Vous avez maintenant un paquet de services d'urgence, soit qui ferment la nuit, soit qui ferment le week-end, soit qui ferment pendant des plages horaires déterminées, faute de médecins. Voilà. Ils ferment l'été aussi. Ils ferment l'été. Moi, quand j'étais directeur, donc je m'arrête à 2015, hein, puisque là, après, ça a continué à décliner. Bon, je n'ai jamais
fermé de service, sauf pendant les vacances d'été. Parce que pendant les vacances d'été, forcément, il fallait bien laisser le personnel prendre ses congés. Donc, de mi-juin à mi-septembre, il nous arrivait de fermer un certain nombre de lits, mais tout simplement parce que l'activité également se réduisait. Hein. Mais aujourd'hui, c'est toute l'année qu'on ferme des services, faute de personnel. Donc, faute de médecins, faute d'infirmières, faute de tout ce que j'ai l'habitude d'appeler toutes les professions en pote. Voilà. Ergothérapeute, psychothérapeute, etc. Toutes ces professions sont en crise. Bon. Donc on assiste effectivement à une destruction systématique de l'hôpital public. Et on en est là. Voilà. Alors ta question de départ, c'était quel était l'objectif poursuivi? Ben, l'objectif poursuivi, c'est de casser l'hôpital public et d'encourager le secteur privé à but lucratif, voilà. Et avec 2 systèmes de santé qui sont en train de se mettre en place, hein, un système de santé pour les gens qui pourront payer, ils iront dans le privé, comme dans l'éducation nationale d'ailleurs, et comme dans beaucoup de services publics. Bon. Et puis, une assurance minimum, on va dire, hein, une assurance minimum pour laquelle l'hôpital public, réduit à sa plus simple expression, sera le dernier recours. Voilà. Et ça, c'est l'esprit du capitalisme, avec, je dirais, la concurrence hein, effrénée, et puis un service minimum quand même pour éviter les trop grandes révoltes, hein, et puis la partie aiguë, je dirais, de la qualité des soins, ben, ça sera pour le privé. Et on voit bien que l'objectif des retraites, comme l'objectif d'ailleurs de détruire la sécurité sociale, c'est de permettre à des fonds privés, hein, voilà, tout le monde a en tête un certain fonds privé américain qui a des visées, voilà, qui a des visées sur tout ce pactole. Hein, concernant les retraites, eh bien c'est pareil pour la sécurité sociale. Voilà. Et je terminerai en disant que même l'UE, on dira 2 mots peut-être de l'UE si on a le temps, l'Union européenne, entre guillemets, Union européenne, parce que l'Union européenne n'est pas l'Europe. Hein, je rappelle quand même qu'il y a 49 États en Europe, il n'y en a que 27 pour l'instant qui sont dans l'Union européenne capitaliste, bon, des multinationales. Ben, elle vient de mettre en place un organisme qui est chargé de planifier un petit peu tout ça au niveau européen. Hein. Donc voilà, l'objectif c'est de détruire l'hôpital public, détruire la sécurité sociale, de privatiser tout ça et de mettre en place un service minimum hein, pour prendre en charge quand même, je dirais, les choses de telle sorte que on contrôle quand même un petit peu le mécontentement populaire. Donc voilà où on en est. Et les directeurs d'hôpitaux, si vous voulez, puisque j'étais directeur, je termine par là, c'est une profession qui est en train d'être transformée, si vous voulez. L'hôpital public est en train de devenir un service extérieur des ARS. Il n'a plus la personnalité juridique et l'autonomie financière. Il est transformé en conseil, je dirais, en service extérieur de l'ARS. Et les conseils d'administration sont transformés avec le fameux New Public Management, à l'américaine, le conseil d'administration est transformé en chambre d'enregistrement, si vous voulez, et le directeur est transformé en exécutant du directeur de l'ARS. Non, c'est pas le métier que j'ai connu. Bien sûr. Voilà, et voilà ce que je peux dire pour répondre à ta première question, mais c'est plus Bien sûr, oui. voilà, précisément. Il faudra lire le livre pour avoir les détails. Du coup, oui, tu expliques bien comment le critère de la rentabilité capitaliste a remplacé le critère du soin aux personnes. Mais tu montres aussi comment cette rentabilité, en fait, elle détruit aussi la démocratie interne dans les hôpitaux. Donc ce qui est intéressant aussi dans ton livre, c'est tu t'intéresses à la question de la démocratie directe, que ce soit dans des services publics, que ce soit au niveau de l'État, dans des entreprises privées. Tu parles des scopes, etc. Mais tu t'intéresses aussi à la démocratie au niveau politique. Donc on ne peut pas parler de démocratie directe sans penser aux gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous donner ton analyse du soulèvement des Gilets jaunes et, un peu ses origines, ses mérites et s'il a des limites? Est-ce que tu peux un peu nous Tout à fait. guider? Alors, dans ce bouquin, je fais 4 types de terrains. Voilà, les Gilets jaunes, l'hôpital, les scopes et les partis politiques. On dira 2 mots. Alors, avant de passer aux Gilets jaunes, je finis sur l'hôpital. Parce que je ne me contente pas de critiquer. J'essaye. Modestement, j'essaye de faire des propositions. L'une de mes propositions, c'est de fondre dans le même organe
que j'appelle conseil d'établissement, on peut l'appeler autrement, 2 structures qui sont l'actuelle commission médicale d'établissement et les anciens comités techniques d'établissement. On fond tout ça et on en fait un comité d'établissement. Et je propose d'attribuer à ce conseil d'établissement un droit de veto sur les principales décisions directoriales quand elles engagent l'avenir de l'hôpital. Premier point. Et deuxième point, je propose une réforme totale, une refonte totale des conseils d'administration, avec 4 grandes forces représentées. Le personnel, qui doit être majoritaire. Voilà, c'est ça la principale disposition, me semble-t-il. La sécurité sociale, réformée bien entendu, hein, puisqu'il faut abolir, sans aucune espèce de complexe, abolir les ordonnances de 67. Hein. De Gaulle était quelqu'un d'intéressant, mais il avait aussi des origines qu'on connaît, et une orientation politique qu'on connaît. Et les ordonnances de 67, ça liquide la gestion par les salariés eux-mêmes des fonds de la sécurité sociale. Il faut rétablir ça. Donc, le personnel majoritaire, la sécurité sociale, les usagers bien sûr, c'est-à-dire les malades qui devaient être représentés, et puis les élus bien sûr, hein, les élus des communes et des départements principalement, puisque moi je propose la suppression des régions, mais c'est un autre problème. Bon, donc voilà la réforme, la grande réforme que moi je propose, si vous voulez, pour sauver l'hôpital public. Parce qu'on ne sauvera pas l'hôpital public sans démocratie intérieure. Et il faut que le personnel qui travaille dans l'hôpital ait le pouvoir. D'ailleurs, on l'a bien vu ça au moment du Covid. Bien sûr, hein, oui. On a bien vu qu'à partir du moment où la bureaucratie n'osait plus pénétrer dans les services, rappelez-vous, hein, eh bien, on a vu le personnel prendre en charge lui-même ses problèmes. Et ça a très bien marché. C'est d'ailleurs pourquoi Macron est très vite revenu à l'ancien système. Bon, point final sur l'hôpital. Alors, les gilets jaunes. Ah ouais, je ne pouvais pas parler de démocratie délibérative sans parler des gilets jaunes. Bien sûr. Alors, à mon avis, les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, pour moi, hein, je peux me tromper, c'est une des premières tentatives de remise en cause du système représentatif. Les gilets jaunes n'avaient absolument aucune confiance dans le système électoral, dans le régime représentatif. La meilleure preuve, c'est qu'ils ont mis 2 choses en place. Enfin, ils ont mis la première, ils voulaient mettre la seconde. On leur en a pas laissé le temps. La première chose, c'est qu'ils ont occupé les ronds-points. Ça, c'est très intéressant, symboliquement. Rappelez-vous, il y avait des ronds-points partout. Ça ressemble un petit peu quand même, sans faire d'assimilation un petit peu arbitraire, ça ressemble un petit peu quand même au Conseil, ça. Hein, soviet. Bon, c'est une traduction française, c'est le Conseil. Et en plus, on connaît bien ça en France, hein, faut pas croire, je vais revenir, si j'ai le temps. Donc, ils ont occupé les ronds-points. Rappelez-vous, c'était des lieux de discussion excellents, ça. Un croisement de classes sociales, de métiers, d'individus, d'hommes, de femmes. Les femmes étaient très présentes. De petits patrons, de salariés, de retraités, de chômeurs. Toutes les catégories sociales étaient là. Bon, toutes les catégories sociales, évidemment représentant le salariat, hein, mais également un petit peu de classe moyenne, un petit peu de petits artisans, petits commerçants, petits entrepreneurs, etc., prêts à mettre la clé sous la porte et qui, voilà, se révoltaient quelque part. Tout ça discuté. Bon, il ne faut pas s'étonner si Macron a fait dégager tous les ronds-points au bulldozer dès le début du mois de décembre 2018. C'est qu'il fallait absolument éviter que ces ronds-points deviennent des espaces de discussion démocratiques, publics. Donc on a dégagé ça allègrement au bulldozer. Ça vous rappelle rien, ça? L'IP, par exemple, hein, l'IP, ou les occupations d'usines en 1936 ou en 1968, hein, qu'on a également traité un petit peu de la même façon, pour ceux qui s'en souviennent. Bon, rappelez-vous la fameuse formule, l'IP c'est fini. Et Giscard qui disait par-dessus le marché, il faut à tout prix liquider l'IP, sinon ça va faire tache d'huile. Voilà. Donc la hantise de la bourgeoisie, c'est que justement le peuple prenne ses affaires en main lui-même. Et puis la deuxième chose que les Gilets jaunes voulaient faire, c'est le RIC.
Alors, moi, je n'idéalise pas trop l'URIC. Parce que je considère qu'on ne mettra pas en forme la démocratie délibérative, on pourra en dire deux mots, sans supprimer le capitalisme. Voilà, on rêve, sinon. Jamais la bourgeoisie ne laissera faire, si vous voulez. Bon, donc ça, c'est... il faut peut-être ça dans un petit coin de mémoire. Bon, alors pour moi c'est ça les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. C'est la première grande contestation du système représentatif. Voilà. D'ailleurs on voit bien que à certaines élections, tu as 60-65% d'abstention. Abstention, vote nul, vote blanc, non-inscription sur les listes électorales. À certaines élections, c'est 70% du corps électoral qui ne vote pas. Ça a un sens, ça. Et il faut qu'on essaie de l'analyser. Nous qui prétendons, je dirais, mettre fin au capitalisme et à sa pseudo-démocratie. Bon, il faut qu'on se souvienne de ça. Bon, et les Gilets jaunes l'avaient compris. Et la meilleure formule qu'ils ont mis en place, qu'ils voulaient mettre en place, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qui est une bonne proposition, qu'il faudra revoir et analyser, mettre en place. Bon, ce qui a manqué au mouvement des Gilets jaunes, me semble-t-il, c'est le manque de coordination nationale. Et c'est la récupération politicienne qui en a été faite après. Alors, manque de coordination nationale, et je dirais aussi les erreurs. Alors, sont-ce des erreurs, ou sont-ce des fautes politiques, ou est-ce une stratégie clairement consciente d'un certain nombre d'organisations qui ont tout de suite taxé les Gilets jaunes d'être d'extrême droite, ou qui ont craché sur le mouvement des Gilets jaunes sous prétexte qu'ils ne le contrôlaient pas. Je cite personne, mais tout le monde a en mémoire, voilà. CGT, CFDT, hein, voilà, CGT y compris, malheureusement, direction de la CGT. Pas la base, bon, qui s'est pas trompé, et qui était sur les... D'ailleurs, la CGT a changé de position ensuite, qui était d'ailleurs sur les ronds-points, hein, les syndiqués. Bien, donc, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça, et pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas mort. Comme on dit, la braise couve sous la cendre. Alors ils sont arrivés à réduire ce mouvement par une répression féroce. Je ne rappelle pas, je le dis dans le livre, hein, le nombre des borniers, le nombre de gens qui se sont retrouvés d'amputés, les gens qui étaient mis en tôle immédiatement, hein, séance tenante, hein, alors qu'il y a des grands délinquants hein, qui jouissent de la très grande mansuétude du système de la justice française, pour en dire deux mots, de justice française si tu veux. Bon. Donc effectivement, quand tu es père de famille, etc., que tu vas pas amener ton homme manifester, ou ta femme, ou tes parents, etc., pour se recevoir une LBD dans la tête, hein, ou se faire matraquer, etc. Ils ont eu le mouvement des Gilets jaunes pour ça, comme ça, et puis par l'usure, l'attrition, comme on dit, moi la mode, hein, l'usure, bon. Mais je pense que si la bourgeoisie escompte qu'elle en a terminé avec les mouvements sociaux comme ça, elle se trompe. Même si, et ça c'est important pour nous, je finirai là-dessus, sur les Gilets jaunes, on pourra continuer, même si la bourgeoisie est en train de transformer la police et l'armée en garde prétorienne, sa garde prétorienne, et même si elle est je vais très loin là-dessus, hein, mais je maintiens mes propos, et même si elle est en train de transformer la justice en section spéciale de la bourgeoisie, je pense que tu ne méconnais pas le terme de section spéciale. Bien sûr. Bon, ça rappelle de très mauvais souvenirs entre 1940 et 1944, tout ça. Bon, voilà, je pense que la bourgeoisie se trompe, mais nous, il ne faut pas non plus qu'on se trompe. Et il faut qu'on analyse bien quel est le tournant antidémocratique que la bourgeoisie est en train de mener aujourd'hui. Voilà. Je ne rappelle pas les 49.3, etc., tout ce qui s'est passé pour les retraites. Et n'oublions pas que les budgets 2023, quelles sont les principales mesures nouvelles? L'acquisition de véhicules blindés, plusieurs milliers de postes nouveaux créés dans la police, des moyens supplémentaires donnés à l'armée, d'accord? Qu'est-ce qui manque à la bourgeoisie? Bien sûr, les médias qu'elle possède déjà, par 9 milliardaires, voilà. Donc elle a tout, la bourgeoisie. Donc voilà, mais elle se trompe,
si elle croit qu'elle va pouvoir tenir en lisière le peuple français comme ça. Par contre, c'est à nous de faire l'analyse pour mettre au niveau de notre analyse politique ce qui est en train de se passer au niveau des rangs de la bourgeoisie. Mais on pourra peut-être y revenir. Je voulais juste, donc le mouvement des Gilets jaunes n'est pas mort. Ouais. Je voulais juste que tu développes un petit peu, parce que tu compares l'occupation des ronds-points par les Gilets jaunes aux grèves de 36 ou de 68 par exemple. Donc si les Gilets jaunes ont réussi à contourner les syndicats ou les directions syndicales réformistes, ou les partis soi-disant de gauche qui en fait ont fait des politiques de droite depuis des années, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un rejet massif des syndicats et des partis politiques, la différence des ronds-points, c'est que ce n'était pas dans l'entreprise. C'était une occupation de l'espace public, une volonté de démocratie, d'amélioration des droits sociaux, mais on n'était pas dans l'entreprise, donc la situation était quand même différente. Alors, c'est un des points faibles du mouvement des Gilets jaunes. C'est que, effectivement, le lieu de travail, l'entreprise, n'a pas été considéré comme eux, comme un lieu stratégique. Et je pense que c'est aussi un des points faibles qui explique sa chute, enfin son extinction progressive, même si les braises couvrent toujours. Hein. Bon. Et je pense que c'est une leçon pour eux, pour l'avenir. À mon avis, on ne vaincra pas la bourgeoisie si on ne s'empare pas, pour y revenir, des entreprises. Voilà. Et je pense que c'est aussi un sujet de méditation pour eux. J'ai discuté beaucoup avec eux, puisque ça fait l'objet d'un de mes terrains d'études, les Gilets jaunes, je discutais beaucoup avec eux, et je pense que vers la fin du mouvement, ils avaient compris ça. Alors maintenant, on va voir ce que ça va faire dans les prochains mois, mais tu as raison, incontestablement, l'une des raisons effectivement de l'échec provisoire de ce mouvement, c'est qu'ils n'ont pas analysé, ils n'ont pas pris conscience suffisamment du fait que l'entreprise est un lieu stratégique qu'il faut. Alors c'est bien qu'ils aient manifesté dans les lieux, sur les lieux de pouvoir. C'est bien qu'ils aient fait des ronds-points. Ils ont beaucoup effrayé la bourgeoisie. Voilà, c'est bien qu'ils aient bousculé un petit peu effectivement la bourgeoisie en manifestant dans ses quartiers à elle, et non plus seulement de République à Bastille. Bon, mais Monsieur Roux de Bézieux était tout à fait content que ce soit Macron qui soit mis en première ligne. Les entreprises ne risquent rien. Les banques ne risquent rien. Hein. Elles étaient un petit peu détruites, je dirais, au niveau des vitrines, sur le parcours des manifs. Mais les entreprises, effectivement, étaient laissées à l'écart. Et c'est ça, une des raisons principales. Effectivement, je l'ai dit un petit peu dans le livre, mais tu as eu raison de l'évoquer. On ne viendra pas à bout de la bourgeoisie si on ne prend pas d'entrée de jeu les entreprises, les lieux du véritable pouvoir économique. Et de l'exploitation. Voilà, et les lieux d'exploitation du travail, absolument. Bien sûr. Donc pour revenir un petit peu donc, au sujet principal de ton livre, donc la démocratie. Donc tu parles pas de démocratie en général dans ton ouvrage, mais tu distingues bien la différence entre démocratie représentative d'un côté et démocratie délibérative de l'autre. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux et nous donner quelques exemples parlants historiques? D'accord. Bon, alors je pourrais remonter à l'Antiquité grecque. Je le ferai que très peu, hein, parce que bon, on a un ennemi tibérlatin. Il y a des choses intéressantes dans l'Athènes démocratique, bien sûr. Il faut savoir qu'il y avait 1000 cités dans la Grèce ancienne. Sur ces 1000 cités, tu avais 15 à 20% de cités démocratiques. Démocratiques entre guillemets. Il ne faut pas oublier les femmes, les esclaves, les métèques. Bon, on pourra en y revenir. Mais ils étaient capables. Je dis quand même deux mots si tu veux. Bien sûr. Puis après je passe à représentation et démocratie délibérative. Si nos auditeurs vont visiter Athènes, il faut qu'ils aillent se balader sur la Pnyx. La Pnyx, qu'on ne visite pas, hein. Il faut aller la voir. Bon, elle est d'abord très mal signalée. C'est une sorte de comment dirais-je, d'hémicycle naturel. Voilà, qui a été aménagé bien sûr par les Grecs, qui avaient un sens très poussé de l'acoustique. Et si tu prends la parole tout à fait au fond de la Pnyx, ça s'entend depuis la tribune, et réciproquement. Et là-dedans, tu avais 9, 10, 12, 15 000 citoyens qui débattaient de tout.
le budget, la justice, les impôts, la paix, la guerre, la famille, le droit, tout ce que tu voudras. Bon. Et les décisions étaient prises là. Au nom de quoi on va me dire aujourd'hui que le peuple est incapable d'organiser ce genre de choses avec tous les moyens techniques dont il dispose? Bon, je ferme la parenthèse. La représentation. Bon, d'abord, je commencerai par une formule d'Engels. Engels disait, alors je suis plus sûr du tout du texte dans lequel il le dit, peu importe, mais il dit ça, c'est encore valable. Le système représentatif est le régime politique par excellence de domination de la bourgeoisie. Voilà, il dit ça dans les années 1860-70. Bien, gardons ça en mémoire, parce que si on revient sur notre expérience française, remontons pas plus loin que Sieyès. Alors Sieyès, on nous parle de Sieyès, ah oui, il a écrit Qu'est-ce que le tiers-état, etc. Ça c'est à l'époque de la Révolution française. Voilà, alors 1789-90. Mais oui, certes, il a écrit ça, ça peut se lire, c'est intéressant, mais il a aussi dit, ce qu'on oublie, la France ne saurait être une démocratie, le peuple est incapable de penser et de décider lui-même, il faut donc qu'il élise des représentants qui penseront et décideront pour lui. Et on arrive à quoi? On arrive à la constituante, et on arrive à la première constitution, qui était une monarchie constitutionnelle, et pas du tout une démocratie, pas du tout une république. C'est Sieyès. Et toute l'école de la représentation, qui va de Sieyès jusqu'à Rosan-Vallon, jusqu'à Saint-Omer, jusqu'à Blondiot, jusqu'à tous nos constitutionnalistes et sociologues politiques d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il y avait une deuxième thèse qu'on passe complètement sous silence et sous éteignoir. C'est celle de Robespierre et de ses amis, issus de Rousseau. Bien sûr. J'ai une grande admiration pour Rousseau, même avec certaines de ses faiblesses sur le plan politique. Que dit Robespierre? Exactement le contraire de ce que dit Sieyès. Et il dit, le peuple est capable de décider lui-même pour toute décision qu'il peut prendre au niveau communal ou départemental. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les régions, il voulait en finir avec les régions monarchiques, là, vous savez, tu sais. Bon. Donc il y avait la commune et les départements. Il avait même Robespierre, chose qu'on connaît moins. Les historiens qu'on connaît, les Bosc, les Gautier et autres, ont écrit des livres là-dessus. Donc je me réfère à eux. Robespierre disait, il va falloir même qu'on songe à décentraliser l'exécutif. C'est très intéressant ça, décentraliser l'exécutif. Parce que ça n'est pas sans nous rappeler quand même la théorie du dépérissement de l'État. Donc là on a affaire, j'y reviendrai, on a affaire à deux théories complètement différentes. La théorie qui dit, Sieyès, jusqu'à nos constitutionnalistes d'aujourd'hui, hein, le peuple est incapable de décider lui-même, il lui faut des représentants. Voilà. Tu déposes ton bulletin dans l'urne, que moi j'appelle l'urne funéraire de la démocratie. Après tu vas t'asseoir sur ton canapé, et pendant 6 ans, tu ne fais plus rien. Le citoyen n'a plus rien à faire. C'est le représentant qui décide pour lui. Ça c'est Sieyès. C'est la théorie de la démocratie, entre guillemets, représentative. C'est la théorie de la démocratie bourgeoise et du système représentatif. Et puis l'autre système, c'est celui de Robespierre, c'est celui de Rousseau, c'est celui des Grecs, c'est celui d'une partie des Romains, c'est celui d'une partie des paysans pendant les révolutions paysannes au Moyen-Âge, c'est celui de la vraie Révolution française, du 10 août 92 au 9 Thermidor, on pourrait y revenir si tu veux, avec la mise en place des assemblées primaires, très intéressant. C'est celui de la démocratie
délibérative, directe, pour l'essentiel de sa réalité. Les représentants n'intervenant que sur un nombre de sujets limité. Voilà, ça c'est la démocratie de Robespierre, c'est le programme économique de Robespierre, qu'on ignore aussi, et c'est ce que voulaient faire les montagnards, certains montagnards, pas tous. Il y avait aussi des bourgeois qui siégeaient à la montagne. Ça s'est bien vu le 9 Thermidor. On pourrait y revenir. Mais c'est... D'ailleurs, c'est pas un hasard si la Première République a été déclarée le 21 et 22 septembre 1792, c'est-à-dire, comme par hasard, après le 10 août, c'est-à-dire après la prise d'assaut des Tuileries par les sans-culottes. On pourra revenir sur la façon dont les sans-culottes étaient organisés dans leurs 48 sections sur Paris, puisqu'ils avaient déjà mis en place le mandat impératif, la révocation des élus, un programme politique et économique très clair, et c'est pas un hasard si le 9 Thermidor intervient. Parce qu'en face, il y avait qui? Il y avait la bourgeoisie, bien sûr, bon, qui ne l'entendait pas comme ça. Bon, donc, voilà pour répondre à ta question. C'est quoi le système représentatif? Voilà, j'ai déjà dit un petit peu ce que c'était, et on fonctionne encore comme ça. Aujourd'hui, nous élisons nos députés, nos conseillers municipaux, nos conseillers départementaux, régionaux, tout ce que tu voudras, et autres sénateurs, et ensuite le citoyen n'a plus rien à dire. La seule chose qu'il peut faire, ce que dit G.D. Rousseau, dans un texte célèbre du contrat social, c'est que 5 ans, 6 ans après, il peut dégommer celui qu'il a élu pour en élire un autre. Et c'est sous prétexte de ça qu'on vient nous parler de démocratie. En fait, le citoyen n'a pas voix au chapitre. Ça, c'est Sieyès et c'est le système actuel. Nous en voulons un autre. Nous en voulons un autre qui a été très bien d'ailleurs décrit par Marx dans la guerre civile en France, lorsqu'il s'est inspiré de l'expérience de la Commune de Paris, mais on pourra y revenir. Et cette autre... Là, on peut développer un petit peu sur les expériences qu'il y a eu après la Révolution française de démocratie directe. Pourquoi elles n'ont pas pu perdurer, quelle a été la réaction de la bourgeoisie. D'accord. Alors, parlons d'abord de notre grande révolution à nous, parce que je crois que ça part de là. Bon, et ça c'est superbement ignoré et non enseigné. Du 10 août 92 au 9 Thermidor, donc 27 juillet 1794, pour être précis, dans le calendrier actuel, les sans-culottes étaient organisés sur Paris en sections. Il y en avait 48. Ces sections de sans-culottes élisaient des directions qui étaient investies de mandats très précis. C'était déjà le mandat impératif. Et on sait que plusieurs fois, les sans-culottes parisiens ont envahi la Convention. Et ils ont dit à leurs élus, montagnards ou pas, messieurs, nous vous avons élus pour mettre en place tel programme, ou vous mettez en place tel programme, ou on vous destitue. La plupart du temps, Robespierre en tête, négocier avec les sans-culottes. Bon. Il a commis des erreurs, c'est dans le livre, on n'a pas trop le temps de... À mon avis, Robespierre a perdu la partie dès décembre 1793, mais ça serait trop long à expliquer. Quand il a décidé de faire désigner, important ça, ce que je vais dire. Je crois que les historiens devraient se pencher là-dessus, plus. Je ne suis pas compétent pour ça. J'ai fait quelques lectures, mais voilà. En novembre-décembre 1793, Robespierre, qui faisait désormais partie du comité de salut public, depuis le mois de juillet de la même année, donc vous voyez, Robespierre, il n'était pas tout seul. Hein. Bon. Il a eu le tort de faire désigner par le comité de salut public les chefs des sections de sans-culottes, alors qu'avant ils étaient élus. Et c'est là que Robespierre a commencé à perdre un petit peu d'influence parmi les sans-culottes. Et tout ça, ça explique que le 27 juillet au soir, il n'y ait pas eu beaucoup de monde sur la place des Grèves, sur la place de Grève, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Ce qui a permis à Barras d'en finir avec, je dirais, les montagnards robespierristes, progressistes.
Bien. Est-ce qu'il n'a pas fait ça aussi parce qu'il y avait une urgence aux frontières Voilà. Alors, j'allais y venir. Alors moi, je jette pas la pierre à Robespierre, ni à ses camarades. Saint-Just, Couthon et autres. Et on en oublie beaucoup. Le Bas, la Canale, on pourrait en citer beaucoup. Parce qu'effectivement, l'urgence, c'était ça. Comme tu dis, c'est que la Sainte Alliance, par anticipation, était déjà là, la Sainte Alliance des monarchies contre la République française. Et bien évidemment, il fallait faire face à ça. Mais une fois que la victoire avait été acquise, peut-être qu'il aurait fallu mieux négocier, me discuter avec ces sans-culottes. Mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Et je n'aurais pas la cuistrerie de donner des leçons à qui que ce soit. Et moi, je suis un grand admirateur de Robespierre, donc voilà. Simplement, je pense que c'est une période de l'histoire qu'il faut qu'on analyse. Tout ça pour dire que les sans-culottes maîtrisaient déjà le mandat impératif, la révocation des élus, la responsabilité directe des assemblées devant leurs électeurs, le rôle du citoyen, déjà, ils maîtrisaient ça. Ça a été terminé au 9 Thermidor. Et tu parles aussi du fait qu'ils avaient à la fois un rôle législatif et exécutif. Tout à fait. Il n'y avait pas de séparation. Tout à fait. Alors, bon, c'est ça c'est l'essentiel, effectivement, de la Convention nationale de l'époque. Puisque le comité de salut public, il était renouvelé tous les mois. Ah, ça, c'est pas trop, ça. Alors, quand on dit que le comité de salut public était un organisme dictatorial, pas du tout, pas du tout. Il était responsable devant la Convention nationale. D'accord ? Et le comité de salut public, c'était l'expression de la Convention nationale. Bon. Et donc, pendant une certaine période, la période, je dirais, de grande influence des robespierristes, enfin, des montagnards progressistes, il n'y avait pas que Robespierre, c'est cette période-là. Hein, 10 août 92, 27 juillet 94. Bon. Et effectivement, le comité de salut public ne faisait que mettre en œuvre ce qui était décidé par la Convention nationale. Voilà. Et donc, il n'y avait pas une séparation à la Montesquieu, hein, du législatif et de l'exécutif. Bon, tout ça, on le doit aussi aux sans-culottes. Il n'y aurait pas eu la force des sans-culottes derrière ça. Je ne suis pas sûr que la Convention nationale aurait mis en place toutes les mesures qu'elle a mis en place pendant cette période-là. Hein, parce que n'oublions pas que la Convention nationale, y compris, était composée de bourgeois quand même. Bon, hein, voilà. Mais qui était quand même tenu en respect par la force armée, y compris, parce qu'il y avait une commune révolutionnaire quand même, hein, chez les sans-culottes. Et ils étaient armés. Voilà. Et c'est pour cette raison-là, à mon avis, que la Révolution française est allée aussi loin. Et c'est aussi pour ça que la bourgeoisie a été obligée d'intervenir pour casser ça, briser les reins de l'élan révolutionnaire des sans-culottes. Bon, ça c'est une grande période de notre révolution, qu'on ferait mieux de méditer, plus qu'on ne le fait. Bon, après il y a eu beaucoup d'autres expériences qui me font dire que le système représentatif est en train c'est sa fin de cycle. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis? On ne va pas tous les citer. La commune, il y en a trop, il y en a trop. Etc. Bon, la période Gracchus-Babeuf, il y a la 1830, parce que, très vite, le peuple français a connu tous les régimes politiques. Il a une grande expérience, finalement, dans l'inconscient collectif, qui existe, quelque part. Il ne faut pas le sous-estimer. On a connu tous les régimes. Monarchie de droit divin, monarchie constitutionnelle, régime d'assemblée, entre guillemets, c'est très péjoratif, pour nos constitutionnistes d'aujourd'hui, le régime d'assemblée. Je suis désolé de dire que le régime d'assemblée, c'est la forme la plus démocratique qu'on ait jamais connue en France. Parce que, effectivement, le régime d'assemblée, c'est quoi? C'est l'électorat qui met en place une assemblée nationale qui est investie d'un programme. Qui peut dire qu'il y a plus démocratique que ça? Bon. Alors après, nous avons la réaction thermidorienne, le directoire, le coup d'État de Bonaparte, le consulat, l'Empire, la Restauration, 1830, 1848, de révolution, qui se termine dans le sang, à méditer aussi, la Commune de Paris. Alors la Commune de Paris, il faut en dire deux mots. Bon, la Commune de Paris, j'incite à lire le magnifique livre de Marx, La guerre civile en France, où on a une description qu'il a écrit 15 jours, 3 semaines, voilà, et n'oublions pas que ses filles étaient à Paris.
mariées ou en compagnonnage avec des communards. Ne l'oublions pas non plus. Donc elles étaient parfaitement informées. Donc Marx avait ses premières sources d'informations, sans compter d'autres. Puisqu'il y avait l'international à cette époque-là. Et des communards internationalistes. Hein. Je ne cite pas de nom, tout le monde les a en mémoire. Bon, qu'a fait la commune? Il y avait 20 arrondissements déjà à l'époque. Ils ont mis en place des directions d'arrondissement élues par les habitants de Paris, sur mandat impératif, révocatoire, sur un programme précis, d'accord? Et on connaît le programme de la commune. Puisque tout ce qui a été important, c'est quoi? C'est l'école laïque, gratuite et obligatoire, mixte. L'interdiction du travail de nuit pour certaines professions. La suppression de la police et la mise en place de milices de quartier. Même chose pour l'armée. Le comité central était composé de gens élus sur mandat impératif. C'est-à-dire que si un délégué n'appliquait pas ce pourquoi il était élu, il était révoqué. On pourrait en citer d'autres, hein, c'est de mémoire. La réforme, puisque c'était le projet de la commune, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé la révolution communaliste. Elle voulait mettre en place des communes, avec des assemblées, qui nous renvoient aux assemblées primaires de 1792-1794. Voilà, ils ne raisonnaient pas, ils ne sortaient pas ça de leur chapeau. Hein. Bon. Il y avait une expérience qu'ils n'avaient pas oubliée. Bon. Donc ils voulaient mettre tout ça en place. Bon, ça s'est terminé comme on le sait. D'ailleurs, ce que Marx et Engels pas leur reprochent, mais les leçons qu'ils en tirent, c'était le manque d'organisation, de centralisation. Voilà. Et de ne pas avoir marché sur la Banque de France. Voilà, et de ne pas avoir pris la Banque de France. Bon, d'avoir été un peu trop naïf et gentil avec les voilà. Ils ont été au pouvoir quand même que 72 jours. Là aussi c'est pareil, c'est comme pour nos montagnards progressistes, qui va se permettre de leur donner des leçons? Pas nous. Mais il ne nous est pas interdit effectivement d'étudier les faiblesses comme on a fait tout à l'heure pour les Gilets jaunes. Bon, la Commune de Paris c'est ça. Donc vous voyez déjà il y a le mandat impératif, il y a le rôle du citoyen, il y a la révocabilité des élus, il y a la déprofessionnalisation de la politique, il y a l'éducation des citoyens, il y a l'école progressiste, libre, gratuite et obligatoire, et mixte. Il y a la destruction des appareils de domination de la bourgeoisie, l'armée, la police, la justice. Il y a de très belles phrases de Marx sur le système de la justice en France, dans la guerre civile. Je me rappelle d'une formule, hein, en gros c'est ça, c'est l'idée. Ils parlent des juges, ils disent ces juges qui ont successivement prêté serment à tous les partis politiques, et dont la première chose qu'ils ont faite, c'était de trahir leur serment. Bon, il y a une très bonne analyse d'ailleurs d'Annie Lacroix-Ritz sur la justice entre 40 et 44. Il faut écouter sa dernière conférence là qu'elle a fait à la maison de la culture russe à Paris. Faut l'écouter ça. Et elle s'est reportée à des travaux sur les archives de la justice française. C'est tout à fait édifiant. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'armée, la police, la justice rempliront le même rôle. Si derrière elles, il n'y a pas un mouvement populaire, un mouvement social qui vaille au grain. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de la commune. Je conclurai quand même sur le fait que pourquoi la commune a été écrasée. On a raison Marx a raison d'évoquer ces erreurs. Mais n'oublions pas quand même que, et ça Annie Lacroix-Ritz en parle beaucoup, et à juste titre, la trahison de Bazaine à Metz. Pourquoi il y a eu cette trahison? C'était le doyen, c'est ça? C'était le général en chef de l'armée, il avait 180 000 hommes, il a capitulé sans condition. Ces 180 000 hommes, ils ont servi à quoi? Ils ont servi à réprimer la Commune de Paris. Donc la Commune de Paris était prise entre deux feux. L'armée prussienne qui était au nord de Paris, autour, là, tout autour, Romainville, etc. Elle était là, l'armée prussienne, en 71. Et puis les Versaillais, qui ont subitement été renforcés par l'arrivée de ces troufions, hein, voilà,
qui était déjà tenu par un certain nombre de choses. Hein. Très bonne analyse aussi de Marx dans le 18 Brumaire, là-dessus. J'y reviens pas. Donc voilà, je pense pas que la Commune pouvait faire mieux que ce qu'elle a fait. Voilà, parce qu'elle avait en face d'elle des forces de répression immenses. Et puis il y avait les Prussiens quand même, hein, bon, qui n'auraient pas laissé faire. Bon, voilà ce qu'on peut dire de la Commune. Et puis, bon, après, je pense qu'il faudra faire l'effort, on ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, d'analyser aussi tout ce qui s'est passé dans les révolutions qui ont suivi. Hein. Les soviets en Russie, en 1917. 1905 d'abord, puis 17. Ce qui s'est passé ensuite en Allemagne. C'est aussi très intéressante analyse à faire. C'est quoi cet armistice de 1918 ? Parce que la bourgeoisie allemande avait très bien vu que la révolution était en train de monter en Allemagne. Et qu'il a fallu la réprimer le plus vite possible. Le plus vite possible. Je rappelle que la révolution allemande commence à la fin de 1918, à Kiel. Bon. Et que, naturellement, la bourgeoisie allemande avait besoin de ses forces armées pour la réprimer. La paix de Brest-Litovsk n'a pas suffi. N'a pas suffi. Bon. Brest-Litovsk, c'est autre chose. Hein. Je ne fais pas une assimilation entre Brest-Litovsk et l'armistice de 1918. Bon. Mais vous voyez, signer l'armistice pour pouvoir, voilà, pour pouvoir réprimer la révolution russe. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas suffisamment été mis en évidence. Bon, à part quelques historiens, encore une fois, qui sont naturellement censurés dans la plupart de nos médias. Bref. Bon. Donc la révolution allemande. Et la révolution allemande, c'était quoi? C'était les conseils ouvriers. Voilà. N'oublions pas qu'il y avait des républiques ouvrières autonomes, comme à Munich par exemple. Tout ça a été réprimé dans le sang. Hein. Bon. 1919 aussi en Italie du Nord. Qu'est-ce qu'il y avait en Italie du Nord? Gramsci en parle beaucoup. Les conseils ouvriers, qui n'avaient pas... C'était pas des simples conseils d'usine. Ils avaient une compétence générale. Trotsky en parle beaucoup, Lénine aussi d'ailleurs, dans les soviets de 1905, qui n'étaient pas seulement des conseils d'usine. Ils avaient une compétence politique générale sur toute la ville. Ils délibéraient sur la totalité des sujets. Bon, c'est le nouveau citoyen, voilà, déjà à l'époque, hein. Bon, qui se souvenait aussi de ce qui s'était passé avant, en France et ailleurs. Bon, 1700 sans culottes, communards et compagnie. Bon, on peut continuer. Et qu'est-ce que tu penses enfin, juste pour revenir sur les soviets en Russie, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rôle des soviets après la révolution, de la mise en place du communisme de guerre, etc. Bon, là aussi c'est pareil. De la même façon que... Ça c'est un sujet important. Oui, beaucoup tout à fait. aux léninistes, aux communistes, etc. Bien sûr. En fait, d'avoir un peu mis l'été noir sur le rôle des soviets et d'avoir mis en place un régime dictatorial, enfin, en tout cas très autoritaire dans le cadre de la... Je pense qu'il y a deux choses qui ont joué, comme pour les sans-culottes et comme pour la commune. C'est la guerre extérieure. Bon. Puisqu'on est sur les soviets, en 1917, bon, 1905 c'était la répression tsariste qui est arrivée assez rapidement, hein. Bon, mais en 1917, je dirais que faut pas oublier que dès janvier 1918, il y a 14 pays qui sont intervenus pour réprimer la révolution russe, dont la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, qui avait déjà fort à faire chez elle, la Russie, le Japon, tout ce qu'on voudra. Bon. 17 armées étrangères qui pénètrent. Ok. Il ne faut pas oublier que les bolcheviks avaient le soutien aussi assez massif de la population. Tout à fait. Alors, les bolcheviks, qui avaient quand même fait la révolution, bien sûr, qui avaient le soutien de la population. Ok, mais elles avaient 14 armées sur les bras. Bon. N'oublions pas non plus que, très vite, Lénine est tombé malade. 1922. La guerre civile s'est terminée fin 1922. Mais il y avait quand même des suites parcellaires ici ou là. Bon, moi je suis pas historien, donc je m'engagerai pas forcément plus avant sur ce terrain, mais je dis que l'intervention extérieure, la mort de Lénine, ont encouragé, je pense, une certaine forme de centralisation du pouvoir. Et puis après, il y a eu l'équation Staline qui a fait que, effectivement, cette affaire s'est un petit peu effilochée. Alors on me dit oui, mais la répression de Kronstadt c'était avant. Oui. Alors là, je renvoie à un texte d'Engels dans La guerre des paysans.
comme quoi il faut toujours se souvenir, qui disait le drame d'un révolutionnaire, c'est que s'il a les idées claires sur ce qu'il convient de faire, c'est la situation objective qui n'est pas tout à fait mûre, et au cas où ce soit la situation objective qui soit tout à fait mûre, parfois l'esprit et la conscience révolutionnaire des révolutionnaires est défaillante. Et on est sans cesse coincé entre ces deux choses-là. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Kronstadt, où quand même, si vous voulez, rien que le mot d'ordre de Kronstadt, vive les soviets sans les bolcheviks, posait problème. Posait problème. Ça ne pouvait pas laisser ni Lénine ni Trotsky indifférents. Alors après, on peut regretter ce qui s'est passé. On était en pleine guerre européenne, c'était pas terminé, loin de là. Il y avait un certain nombre de contextes internationaux. Les forces tsaristes n'étaient pas complètement mortes. Bon, donc, voilà, on peut expliquer ça comme ça. J'irai pas plus loin. Oui, bien sûr. Mais, comment ? Je pense que tous ces facteurs sont des facteurs explicatifs qui peuvent contribuer à mieux comprendre ce qui s'est passé après la mort de Lénine. Voilà. Ceci étant, pour finir là-dessus, puisqu'on n'aura pas l'occasion d'y revenir, moi je n'oublie pas que c'est quand même l'Union soviétique, sous Staline, qui a brisé les reins de la Wehrmacht, à Stalingrad. Et que si aujourd'hui nous ne sommes pas sous l'emprise fasciste, laquelle d'ailleurs peut revenir, c'est un autre sujet, c'est bel et bien grâce à l'armée rouge. Voilà. Et donc moi je ne l'oublierai jamais. Et notamment même la sécurité sociale, la mise en place de toutes ces réformes-là, et la décolonisation, en grande partie grâce à... Et la décolonisation, et l'état social, et tout ce qui s'est passé ensuite. C'est à la révolution russe qu'on le doit, même si après elle n'a pas donné les résultats qu'on pouvait espérer. Pour revenir un peu au cœur de ton livre et à la situation contemporaine, donc dans ton livre, comme on disait, tu analyses l'hôpital public, les scopes, aussi la démocratie au niveau de l'État. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, notamment sur ton analyse sur les scopes, sur l'entreprise capitaliste versus les scopes, sur le fonctionnement de l'État aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as tiré dans ton étude? D'accord. Vaste question. On va les serrer. Je vais commencer par les scopes. Bon, l'hôpital, on en a déjà pas mal parlé. Oui, l'hôpital, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein, les gilets jaunes, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que s'il y a un prochain mouvement, et à mon avis, il se produira tôt ou tard, il faudra tirer les conclusions de ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de la coordination nationale et de l'implantation dans les entreprises, sur le lieu de travail et d'exploitation. Voilà. Tant que la bourgeoisie disposera de ça, on ne sera pas capable de la blackbouler. Bon. Parce que les scopes, les coopératives, c'est des expériences qui existent déjà depuis le 19e siècle, qui sont très intéressantes, mais bon, quelles sont leurs limites? Voilà. Alors, le problème est compliqué. On va essayer de le serrer. Moi, j'ai voulu faire, là aussi, autant je n'ai pas pu parler de démocratie délibérative sans parler de l'hôpital des Gilets jaunes, autant tu ne peux pas parler de démocratie sans parler de l'entreprise, pour l'instant capitaliste, et tu ne peux pas parler des entreprises sans parler des scopes. Société coopérative de production, devenue société coopérative et participative, avec la fameuse loi Hamon, qui est une pseudo-loi sur l'économie sociale et solidaire. Hein. Bon, social-démocrate. Moi, je préfère les appeler SCOP, Société coopérative de production. Peu importe. Alors, ce qui ne laisse pas de m'étonner, c'est qu'elle ne regroupe que 60 000 salariés, j'arrondis les chiffres, hein, 63 000 et des poussières, sur un total de 27 millions. Ça laisse pas de m'étonner, parce que quand même, je pose la question. Pourquoi les organisations syndicales, et particulièrement la CGT, les autres ça ne m'étonne pas, particulièrement la CGT, ne s'emparent pas de cette affaire? Parce qu'on a la formule juridique. On a l'intérêt des salariés, parce que moi j'ai interviewé 7, je crois, SCOP, dirigeants de SCOP, et j'ai beaucoup discuté avec eux. Dans le bouquin, il y a le questionnaire, le fameux questionnaire semi-directif. Sociologique, on passe.
Bon, et j'ai beaucoup discuté avec eux, et je me suis rendu compte que là où il y a des scopes, il y a un changement qualitatif. Le coopérateur a une autre dimension que le salarié classique de l'entreprise capitaliste. D'abord, un individu, une voix. C'est pas la société capitaliste, puisque le nombre de voix dépend du nombre d'actions. Là, c'est un individu, une voix. Deuxièmement, ils se réunissent en assemblée générale, plusieurs fois par an. Et ils élisent une direction, qui a un mandat précis. Et ils élisent un conseil de direction, un petit peu plus large. Bon, ça dépend de l'organisation interne de chaque scope, je n'entre pas dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que ces directions sont responsables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles outrepassent ce pourquoi elles ont été élues, elles peuvent être dégommées. Donc le pouvoir est aux salariés. Alors on va me dire, oui mais il n'y en a que 60 000. Ah oui, moi je pose la question, pourquoi il n'y en a que 60 000 ? Pourquoi dans les défilés syndicaux, je ne vois jamais de banderoles qui partent des scopes ? Pourquoi je ne vois jamais dans les banderoles des mots d'ordre qui mettent sur le tapis ? Je viens un petit peu à ce que disait Stéphane Sirou dans ses... Je conseille les lecteurs de ses bouquins et puis toutes ses vidéos. Il en parle bien mieux que moi. La fameuse double besogne. Le syndicat, la CGT, tel que nous on la connaît au niveau, voilà, depuis 1895, quand même. Et sa phase révolutionnaire, jusqu'en 1912-13. Syndicalisme révolutionnaire. Une chose est de se battre pour essayer d'obtenir que la vente de la force de travail se fasse au meilleur prix, le salaire, les conditions de travail. Mais une autre est de se battre pour l'abolition du capitalisme et la mise en place, effectivement, du pouvoir salarié dans l'entreprise. Et ça, je ne l'ai pas entendu, ni dans les organisations syndicales réformistes, mais ça ne nous étonnera pas, mais je ne l'entends pas non plus au niveau de la CGT. Et ça pose quand même question. Ah. Bon, et je trouve que c'est d'autant plus désolant que ça existe, on sait les faire fonctionner, elles sont bien organisées, elles peuvent obtenir des crédits, contrairement à ce qu'on croit, voilà. Pourquoi ne nous emparons-nous pas de cette affaire-là? Ça, c'est un grand mystère pour moi. Et je trouve que c'est une grosse erreur stratégique de nos organisations syndicales. Surtout qu'on nous dit qu'on est en démocratie, mais en fait, dès qu'on passe le seuil de l'entreprise, il n'y a aucune démocratie. La démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise. C'est quand même le centre de la vie de la plupart des... Tout à fait. Alors moi, je trouve que la CGT en particulier devrait travailler là-dessus. Voilà. Elle ne le fait pas, c'est une grosse erreur de leur part. Alors, voilà pour les scopes. Alors, pourquoi elles ne se développent pas? Est-ce qu'il y a... Alors, les banques ne leur prêtent pas suffisamment? Tu disais qu'il y avait quand même des crédits, mais si elles sont aussi efficaces ou même plus efficaces parfois que le privé, pourquoi elles n'ont pas pu se développer? Parce qu'on sait historiquement qu'il y a des coopératives qui sont développées comme le Crédit Agricole, etc., qui ont été ensuite revendues. Donc alors moi pour répondre à ta question, je vais prendre la responsabilité de dire quelque chose qui va sûrement pas plaire à tout le monde. Hein. Bon, on est là pour ça. Hein. On est là pour débattre. Hein. Vous savez, moi, dans ce bouquin, je mets sur la place publique un certain nombre de propositions et d'observations, mais le débat est ouvert. Hein. Voilà. D'ailleurs, on a vu à quoi ça menait. Je ne présente pas une constitution de 380 articles. Hein. Bon. Je mets en place des grands principes d'organisation, et après ça, le débat est ouvert. Je pense que les scopes ne progresse pas suffisamment vite pour deux raisons. Pour moi, la première, c'est que les syndicats, et notamment la CGT, ne s'en emparent pas. Et encore une fois, c'est un grand mystère pour moi. Et la seconde, c'est qu'on n'encourage pas non plus les salariés à se battre là-dessus.
Voilà. De la même façon que la démocratie bourgeoise veut obtenir un citoyen passif, ce que malheureusement il obtient dans le cadre de la démocratie entre guillemets représentative, démocratie entre guillemets, eh bien, la quasi-totalité des organisations syndicales, et malheureusement y compris la CGT, obtiennent aujourd'hui et souhaitent avoir aujourd'hui un salarié qui ne va pas au-delà du dialogue social, du partenariat social, du syndicat d'accompagnement, de ce que Stéphane Siro appelle le syndicalisme rassemblé, avec la CFDT, la FO, tout ce qu'on voudra, et ne se bat pas sur sa contre-culture personnelle. Je parle pour la CGT encore une fois. Et donc on n'encourage pas le salarié à prendre les responsabilités qu'il est tout à fait capable de prendre. D'ailleurs on l'a bien vu, l'IPS a fonctionné jusqu'à ce qu'il lui brise les reins. Et il y a quelqu'un qui a été nommé pour lui briser les reins. Bon. Il y a eu des manifestations de solidarité, mais ça s'est limité à une solidarité verbale. Bon. Les SCOP, elles existent, mais tous les responsables de SCOP te diront, et j'en parle dans le bouquin, que effectivement, ils regrettent beaucoup que les organisations syndicales ne s'emparent pas de cette affaire. Bon. Et puis, n'oublions pas que on est dans une société capitaliste. Rien n'est fait pour encourager ce genre d'entreprise. Bon. Sûr. Mais les syndicats non plus ne l'encouragent pas. D'ailleurs, à la CGT, je suis désolé de le dire, mais ça m'a même été dit par un responsable de la CGT, donc je le trahirai pas, mais je me permettrai de rapprocher son propos quand même. Hein. On n'encourage pas la transformation des entreprises en SCOP dans la CGT. Alors parfois ça se justifie, hein, quand l'endettement est considérable ou qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Bon, je veux bien, mais elle ne l'encourage pas systématiquement. Et ça, c'est grave. Et je n'ai pas de réponse à cet élément-là, mais je trouve ça assez déplorable. Bon, voilà ce que je peux dire. Donc, pour reprendre une formule bien connue, c'est compliqué de faire un îlot de socialisme dans un océan capitaliste. C'est vrai. Mais c'était aussi compliqué de mettre en place la première internationale en 1864. C'était aussi compliqué de se battre pour les comités d'entreprise en 1944. C'était aussi compliqué de se battre à l'époque du syndicalisme révolutionnaire entre 1895 et 1913-14. Hein? On oublie trop quand même les responsables syndicaux, les grandes personnalités comme Griffuel et autres, hein, la mise en place des bourses de travail. Il y avait et la répression auquel elles ont fait l'objet, avec un Clémenceau au pouvoir. Hein, bon, donc ok, moi je suis pas en train de dire ça sera facile, etc. Mais au moins qu'on se batte pour. Or là, je ne vois pas que ça soit le cas. Et donc pour faire face donc à la répression de l'État bourgeois, aux attaques du capital contre le développement des SCOP, de la démocratie dans l'entreprise, etc. Ça pose la question du syndicalisme révolutionnaire, comme tu en as parlé. Ça pose aussi la question du parti révolutionnaire. Et dans ton livre, justement, tu as fait une enquête sur les partis politiques. Donc on en vient à ça. Tu dis à un moment que les partis politiques sont les enfants illégitimes de la représentation et du suffrage. Donc qu'est-ce que tu as tiré de ton enquête sur les partis et quel est pour toi le rôle du parti révolutionnaire dans ce processus de démocratisation de la société? Ok. Vaste programme aussi. Vaste question. Alors, effectivement, j'ai voulu faire aussi une sorte... Tu parles aussi de faillite actuelle des partis, donc tu développes un peu cet aspect. Tout à fait. Alors, je vais essayer de ramasser un petit peu tout ça. C'est pas simple. Mais je te remercie d'avoir posé la question, parce qu'on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éluder. Pour moi, et c'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent la forme parti doit disparaître. C'est pas du tout ce que je dis. Premièrement. Deuxièmement, je dis que l'expression démocratique ne peut se faire que par des partis politiques. Je ne connais pas d'autres moyens, sinon qu'on vient de me le dire. Ah, voilà,
la légitimité charismatique de Weber. Tiens, voilà, voilà un point sur lequel je tape à boulet rouges sur Weber, bien évidemment. Ou d'autres formes, qu'on m'explique comment on fait pour développer la démocratie si c'est pas par la liberté de création des partis politiques. Bon. Donc je ne suis pas pour la disparition du parti politique en tant que tel, mais je suis pour leur refondation. Alors je ne pouvais pas écrire un bouquin sur la démocratie délibérative sans parler des partis politiques. Donc j'ai fait un terrain d'analyse, et j'ai eu la chance que 10 partis politiques soient d'accord pour discuter là-dessus. On peut d'abord remarquer que les partis d'accompagnement, je fais une assimilation avec les syndicats, parce que c'est à peu près la même démarche idéologique, ont refusé naturellement de répondre à mes questions. Alors j'ai tout essayé, le téléphone, les mails, les SMS, comment essayer de les voir, etc., leur demander rendez-vous, voilà, tous ont refusé. Les partis de politique de gouvernement. Voilà, de l'extrême droite jusqu'au PS. Ce qui est plus grave, c'est que certains partis d'extrême gauche radicale ont aussi refusé, comme le NPA. Par contre, d'autres ont accepté. Lutte ouvrière, POI. POI, non. J'ai eu quelqu'un au téléphone, mais finalement, ça n'a pas pu se concrétiser. PRCF, accepté. Voilà, j'ai la liste dans le bouquin, je ne vais pas tous les citer. PC aussi, grâce à un dirigeant régional, voilà. Pardem, qu'est-ce que j'avais d'autre, MS21, République souveraine, la fédération anarchiste, voilà, j'ai rencontré un type formidable, voilà. Comme quoi pour moi les anarches sont des alliés potentiels, pas tous, mais certains, qui veulent renverser le capitalisme. Bon, bref, eh bien tous ces partis, si tu veux, ont des objections à faire sur la démocratie directe, mais sur la quasi-totalité des questions que j'ai posées, on est en phase. Voilà. Bon, je vais citer une exception. Je ne le nommerai pas, mais il se reconnaîtra de lui-même. Parce que c'est les règles de l'enquête sociologique, il faut anonymiser, voilà. Mais à travers les propos, on reconnaît assez vite qui est qui. Ce parti-là, si tu veux, fait une certaine concession à ce que moi j'appelle l'idéologie de la représentation. Voilà, l'idéologie de la représentation. Et où quelque part, c'est lourd quand même, on hérite de 230 ans de délégation. Et certains n'arrivent pas à se mettre dans la tête, si tu veux, que le peuple est capable de décider. Le peuple est capable de penser. Le peuple est capable de s'organiser. Et certains sont encore en train de dire, ah oui, mais sur ce que tu dis est vrai, mais sur certains aspects, politique étrangère, politique de défense, politique financière, le peuple a encore besoin de personnes capables de s'occuper de ces sujets-là. Bon, et moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas contre la représentation. Je suis pour la représentation, mais avec un mandat impératif. Et ces mandats impératifs, c'est pas du tout aux élus de le faire. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'élu qui fait son propre mandat. Ça serait un peu trop facile. Bien sûr. Il faut que ce soit des assemblées du peuple qui fassent ça. Et je reviens à mes assemblées primaires. De 1792 à 1794, qui étaient déjà capables de formuler des mandats impératifs. On t'élit à la Convention nationale, mais on t'élit pour que tu fasses ça. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes susceptible d'être délogé. Et il y a eu des invasions de la Convention nationale, à la clé. Ce qu'on ne sait pas non plus, il y avait un théoricien de l'époque qui s'appelait, si je me rappelle bien, Édouard Leclerc, mais il y en a eu d'autres. Ça n'a rien à voir avec l'actuel. Bon, j'ai oublié les noms, mais tout ça c'est dans le bouquin, il y en a 3 ou 4 qui sont très intéressants. Et un jour, ils ont envahi la Convention nationale, et ils ont dit aux députés, messieurs,
descendez de vos rangs, installez-vous dans la plaine. La plaine, c'était le marécage, là, le bas de l'Assemblée, la plateforme, puisqu'il siégeait aux anciens manèges du Louvre, la Convention nationale, qui n'existe plus. Bon, nous allons occuper vos sièges. Ça va très loin, ça, c'est très intéressant, ça. Voilà, le rôle de l'électeur, le rôle du citoyen, qui du jour au lendemain se substitue à celui qu'il a élu, ou à celle qu'il a élue, parce qu'il n'applique pas le mandat pour lequel il a été élu. C'est à méditer. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà un petit peu. J'ai perdu le fil de ta question, excuse-moi. Si tu veux. C'était par rapport aux partis politiques et aux associations. On était sur les partis. On était sur les partis. Donc moi, je ne suis pas partisan de la suppression des partis. Par contre, je suis pour la refondation des partis. Alors, qui dit démocratie bourgeoise, moi j'hésite, je dis système représentatif. Je ne dis pas démocratie représentative. Système représentatif. Système bourgeois représentatif. Dit une certaine forme de parti politique. Parti de cadre, financement privé, mandat représentatif. Surtout pas de pouvoir au peuple. Fonctionnement non démocratique du parti en question. Voilà. Programme vague, pouvant être interprété, et surtout qui ne touche pas à la propriété privée des moyens de production. Voilà. Là-dedans, tu peux mettre pas que des partis de droite, tu peux y mettre aussi des partis dits de gauche, entre guillemets. Bien sûr. Je cite personne. Tout le monde a compris. Bon. Ça, c'est les partis, malheureusement, dominants d'aujourd'hui. Voilà, on va dire de l'extrême droite à... on va s'arrêter au PC, peut-être. Oui, parce que si on pense à des partis de type communiste, ou en tout cas qui appliquent le centralisme démocratique, c'est pas la même chose. Même s'il y a bien sûr c'est pour ça que je m'arrête au PC. Ça n'a pas toujours été très démocratique. C'est pour ça que je m'arrête au PC. Bien sûr. Et à tout ce qu'il y a sur sa gauche. Bon. Donc ces partis-là, effectivement, il faut les refonder. On les refonde comment? Alors moi, j'invente rien. Encore une fois, j'essaye de voir ce qui se passe à l'extérieur, dans certains pays, et je m'inspire de notre propre histoire. Et je me dis, suppression du financement privé, mise en place d'un financement public contrôlé. Et là, je me fonde sur quelqu'un qui est intéressant. Je ne suis pas du tout d'accord avec le reste de ses positions politiques. C'est Julia Cagé qui propose. C'est une proposition, mais qui m'a l'air intéressante à étudier. Voilà, on n'est pas obligé de la reprendre terme à terme. Où elle dit tout citoyen aurait droit à un crédit précis dans le cadre de ses impôts. Et il pourrait donner sa quote-part au parti de son choix. Interdiction de tout autre financement privé. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tu peux apporter jusqu'à 7 500 € déductibles de tes impôts. C'est comme ça que Macron, d'ailleurs, a obtenu je ne sais combien de centaines et de milliers de contributions à 7 500 €. Et c'est comme ça qu'il a eu 15 ou 16 ou 17 millions d'euros pour financer sa campagne. C'est pas le SMICAR qui a financé la campagne de Macron. Bon. Donc, problème de financement, problème de fonctionnement démocratique aussi. Tu as parlé du centralisme démocratique, moi j'ai rien contre. Centralisme démocratique, ça veut dire que toute décision qui a la majorité dans une organisation, c'est cette décision qui doit être appliquée. Ce qui n'empêche pas la minorité d'en défendre une autre. Bien sûr. Mais c'est celle-ci qu'on applique une fois que ça a été voté. Une fois qu'elle a été votée et adoptée à la majorité. C'est ça la démocratie, c'est la loi de la majorité. J'en connais pas d'autres. Bon. Donc je suis pas du tout opposé avec le centralisme au centralisme démocratique. Donc, fonctionnement démocratique, des élus avec des mandats impératifs et limités dans le temps, non cumulables, des congrès réguliers tous les 2-3 ans, des directions élues, le fait de se présenter à des élections, sinon à quoi on sert si on ne se présente pas à des élections,
quelles élections, c'est autre chose, hein, faudra en parler. Bon. Et alors, il y a une loi très intéressante en Allemagne, mais comme toute réalité, elle a sa thèse et son antithèse, et sa négation de la négation. C'est une loi allemande qui s'appelle, alors j'ai oublié le nom, Parteienstaat. Bon, c'est cette d'ailleurs Parteienstaat qui a servi à la bourgeoisie allemande pour interdire le KPD, au passage. Hein. Donc tu vois, il y a des choses à prendre, il y a des choses d'autres à rejeter. Et ce fameux tribunal constitutionnel de Karlsruhe qui a déclaré à l'époque le PC illégal. Bon, on n'en veut pas de ça, naturellement. Mais dans cette Parteienstaat, il y a le fait qu'il y a un financement public, il y a une organisation démocratique, il y a des congrès réguliers, il y a l'obligation de présenter un programme, etc., etc. Donc ça, on pourrait s'en inspirer. Donc c'est ça que j'appelle la refondation des partis politiques. Bon, je les ai provisoirement appelés parce que la formulation ne me plaît pas trop, association de citoyens. Ça fait un peu citoyenniste, nous dirait... Jean-Pierre Garnier. Je suis d'accord avec lui. Salut Jean-Pierre. Voilà, moi je suis pas du tout citoyenniste. D'ailleurs, je finis le bouquin par c'est quoi le citoyen? La nouvelle figure du citoyen, on pourra en dire 2 mots après. Donc, voilà. C'est ça pour moi un parti politique. C'est un parti de classe, de masse, qui a un programme déterminé démocratiquement, qui a pour objectif la conquête du pouvoir, qui a pour programme la mise en place d'une démocratie délibérative, dont l'objectif serait dans un deuxième temps le dépérissement de l'État. On va en dire 2 mots après si tu veux. Voilà, c'est ça pour moi un parti politique refondé. Et c'est vers ce genre de parti-là qu'à mon avis, le salariat doit s'orienter. Bon. Après, on arrive au fameux paradoxe de Condorcet. Je ne sais pas si tu souhaites qu'on en dise 2 mots. Ouais, on peut en parler rapidement, oui, si tu souhaites. Bon. La situation politique de la France aujourd'hui est compliquée. Dans ce sens où si tu mets en place un système électoral plus démocratique, aujourd'hui le système électoral n'est pas démocratique. Système uninominal, majoritaire, à 2 tours. Par circonscription. Circonscription charcutée à l'envi. Bon, hein. Un député communiste, par exemple, à l'époque, représentait 180 000 électeurs. Un député RPR à l'époque en représentait 25 000. Bon, hein, alors c'est pas étonnant qu'avec un petit peu de avec une minorité d'électeurs, tu aies une majorité de sièges. Macron en 2022. Avec, au premier tour, il a dû faire 18%, je ne sais plus, et aux législatives, hein, et il arrive à pratiquement, là il l'a pas eu en 2022, mais en 2027, mais pardon, 2022, mais en 2017, il l'a eu. Hein, minorité de voix, majorité de sièges. Voilà, c'est démocratique ça. Bon, ok, on supprime ça. Donc, la formule la plus démocratique, c'est quoi? C'est la représentation proportionnelle. Bon. Ça va te donner quoi la représentation proportionnelle? Ça te donnera pas une majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une fragmentation politique dans ce pays, calculée par la bourgeoisie naturellement. Elle tombe pas du ciel. Bien. Eh bien, inspirons-nous de certaines formules à l'étranger. Par exemple, disons que la coalition de partis, ou le parti ou la coalition de partis qui arriverait en tête, bénéficierait d'une prime de majorité, qui lui donnerait la majorité à l'Assemblée nationale. Et cette majorité à l'Assemblée nationale serait liée par un contrat de législature sur lequel se serait prononcé le peuple. Et on revient au mandat impératif. D'accord? Bon. Pourquoi je dis ça? Beaucoup réfléchi à ça, mais j'ai pas trouvé de solution, sinon celle-là. Démocratique, bien sûr. Bon. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas avoir une Assemblée nationale où tu n'as pas de majorité. Résultat des courses, tu ne peux pas gouverner le pays. Bon. Paradoxe de Condorcet.
C'est quoi le paradoxe de Condorcet? Condorcet qui était un mathématicien, hein, ok, un girondin. Je ne suis pas du tout girondin, moi, je suis plutôt jacobin, robespierriste, mais j'essaye de regarder un petit peu ce que font les autres, pour mon information personnelle. Et je vois que, effectivement, il a démontré mathématiquement que si tu fais des assemblées en cascade, et que l'assemblée du sommet décide à la majorité d'un texte ou d'une mesure, ou prend une décision, elle ne sera pas forcément celle qui était majoritaire à la base. Tu vois, alors, tu fais par exemple des assemblées primaires par commune, puis des assemblées départementales, puis un conseil national, comme je le propose. La décision qui va sortir du conseil national ne sera pas forcément la même que celle qui était majoritaire dans les assemblées populaires de base. C'est pas démocratique. Donc, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la solution, que pour l'instant, je prétends qu'on n'a pas trouvé, la meilleure solution, c'est le suffrage universel direct au niveau national. Donc, élection nationale, à la représentation proportionnelle, qui donne la possibilité à tous les petits partis d'être représentés, mais prime à la majorité au parti ou à la coalition de partis qui arrive en tête, même s'il n'est pas majoritaire. Voilà. Et donc là, on a la garantie qu'il va y avoir une majorité à l'Assemblée nationale, qui peut d'ailleurs être dégommée ensuite. Hein. Le peuple peut défaire demain ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ça la démocratie. Que la bourgeoisie, naturellement, n'entend pas donner, hein, c'est clair. Concéder. Bon. Mais la souveraineté du peuple, on n'en a pas parlé, mais c'est quoi la souveraineté du peuple? C'est la souveraineté d'une communauté politique de citoyens libres et égaux, d'accord, qui décide. Et je peux décider à la majorité demain le contraire de ce que j'ai décidé hier. C'est ça la souveraineté du peuple. Ce qui permet au passage de dire qu'il faut se sortir le plus vite possible de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais ça, c'est un autre sujet. On va l'aborder pour conclure. Bon. Donc, voilà. Et je n'ai pas trouvé d'autre système. Et s'il en existe, je suis preneur. Hein. Moi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je mets sur la table un certain nombre de propositions. Elles sont à discuter. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Bon, et là, je reviens à Lénine. Dans l'État et la Révolution, il y a un très intéressant passage auquel je renvoie nos chers auditeurs, où il dit à peu près ceci, de mémoire. Hein. La grande faiblesse des anarchistes, ça a été de laisser aux idéologues de la bourgeoisie le soin de développer l'État et la théorie de l'État. Bon, et j'en ai encore discuté il y a 2-3 ans maintenant avec mon fameux anarchiste dont je t'ai parlé, en Dordogne, un gars très bien. Il se reconnaîtra lui-même, s'il m'écoute. Et à mon avis, ils ont pas évolué. Et ils veulent supprimer l'État tout de suite. J'ai dit, mais attends, tu peux. J'ai essayé de parler. Bon, je ne vais pas remettre le débat sur le... Il existe depuis Bakounine et même avant. Donc on le connaît. Et Lénine dit ça, c'est un reproche qu'on peut faire aux anarchistes, c'est qu'ils se sont dégagés de réfléchir sur l'État. Ils veulent supprimer l'État tout de suite, ce qui n'est pas possible pour Lénine, et je suis d'accord avec lui. Par contre, Lénine est d'accord avec Marx sur le dépérissement de l'État, et sur le rôle qu'il faut donner à l'État pendant la phase révolutionnaire de transition. Voilà. Et alors moi je suis tout à fait... Et d'ailleurs si on relit Critique du programme de Gotha et d'Erfurt, c'est ce que Marx nous dit aussi. D'ailleurs c'est formidable ça, de lire ce bouquin. C'est formidable ça, de lire ce bouquin. Il parle du stade socialiste, et du dépérissement de l'État et du communisme ensuite. Avant Keynes, Marx nous dit quelque part, alors là je fais appel aux économistes marxistes, hein. Marx nous dit l'État doit assumer la transition vers le communisme,
l'État, la dictature du prolétariat, ne saurait être rien d'autre que la classe ouvrière au pouvoir, l'organisation de la classe ouvrière au pouvoir, et il doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour mettre à bas l'appareil d'État bourgeois et mettre en place un État qu'on appellerait aujourd'hui l'État social. Et revoir le rapport social au niveau des entreprises, le capital étant un rapport social. Ok ? Je ne ferai pas l'injure de dire où est la formule. Bon, on voit ça dans la critique du programme de Gotha. Bien sûr. Bon, et Lénine reprend ça. Il reprend ça et il dit, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Donc dans l'État et la Révolution, il dit, alors il a interrompu, hein, mieux vaut faire la Révolution que d'en parler. Mais c'est très 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 clair dans cet ouvrage, que j'invite d'ailleurs à relire, hein, comme d'ailleurs l'impérialisme stade suprême, parce que ça donne une idée très précise de ce qui est en train de se passer, quand on sait que ça a été écrit en 1916, hein, je crois. C'est quand même assez intéressant et à méditer. Bon bref, je ferme la parenthèse. L'actualité brûlante. Tout à fait. Bon, et donc, voilà, et Lénine dit, c'est ça qu'il dit dans l'État et la Révolution. L'État est appelé à dépérir. Et je renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec notre ami Robespierre. L'exécutif doit être décentralisé au niveau des communes et des départements. Voilà, c'est une forme aussi de dépérissement de l'État. De faire que le citoyen lui-même, dans ses assemblées primaires, soit responsable de l'exécution de la loi. Et d'ailleurs, c'est très précisément ce que propose la Constitution du 24 juin 1793. La décentralisation de l'exécutif, qui n'a jamais été appliquée parce que Saint-Just, autre personnage que j'admire beaucoup, avait présenté, donc, je crois, fin 1793, le fait que la Constitution du 24 juin de la même année était suspendue jusqu'à la paix. Parce qu'il y avait les armées étrangères aux frontières. D'accord ? Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. C'était la constitution la plus démocratique qui a existé en France, qui n'a pas pu être appliquée. Et par conséquent, je crois que c'est à cette constitution-là qu'il faut revenir, dont personne ne parle. Ça, c'est comme la fameuse déclaration des droits du même jour, 24 juin 1993. Il faut y revenir. Et certaines organisations y reviennent. Et c'est une très bonne chose. Okay. Voilà. Donc, voilà pour l'État. Donc, voilà, c'est quand même incroyable, ça, que tout soit déjà, enfin tout, beaucoup de choses, parce que l'histoire ne s'arrête pas à la mort de Marx, évidemment. Beaucoup de choses soient déjà dans un certain nombre de textes fondamentaux qu'il a écrits, et qu'on ne soit pas capable de s'y reporter. Bon, donc, relisons tout ça, et on aura la solution, je pense, de ce qu'il faut faire de l'État en France, demain, si effectivement le peuple arrive au pouvoir. Voilà. Dernier point que je veux dire sur l'État. Quelque chose qui m'a étonné. Ça sera notre conclusion. Ouais. D'accord. Non, c'était pour aborder le grand ouvrage de Bourdieu sur l'État. Eh bien, Bourdieu, pour lequel j'ai une certaine admiration pour un certain nombre d'écrits, trouve le moyen dans cet ouvrage, il suffit de revoir la bibliographie, c'est quand même un bouquin qui fait 600 pages. Hein, bon. Marx n'est même pas cité. Il fait un bouquin sur l'État, Marx n'est pas cité. Alors ça, c'est incompréhensible, vous voyez, tu vois. Et donc, dans le bouquin, moi, je renvoie un livre de Marx trop méconnu, trop méconnu. C'est La question juive, qu'il a quand même écrit, il avait 25 ans, Marx, hein, faut pas l'oublier. Donc, tout de suite. C'est pas la peine de parler de rupture, ou de je sais pas quoi, de rupture épistémologique, ou de rupture avec Hegel, etc. Tout ça, c'est fou. Bon. Où il parle de ce que c'est que le citoyen. Voilà. Hein, je renvoie à ça, hein, de mémoire. L'émancipation ne pourra se produire que lorsque le citoyen cessera d'aliéner de lui son pouvoir social, sous la forme d'une compétence ou d'un pouvoir politique. Et il propose, Marx, c'est
vachement élaboré ce qu'il dit là, hein, que le citoyen reconquiert en lui tous ses pouvoirs, y compris le pouvoir politique, et qu'il accepte, qu'il arrête de l'aliéner dans l'État. C'est puissant, ça. C'est puissant comme raisonnement. Ça, c'est une première chose que je veux dire. Pour quel rôle je donne aux citoyens, moi, dans la démocratie délibérative. Bon. Et puis, il y avait oui, je reviens à Bourdieu. Il trouve le moyen de ne pas parler de l'État, alors que, s'il avait pris la peine de lire la question juive, peut-être l'a-t-il lu, et pour d'autres raisons l'a passé sous le boisseau, et surtout critique du droit politique hegelien. Critique du droit politique hegelien de la même année ou de l'année qui suit, de Marx, où il y a une analyse de l'État qui, à mon avis, il controverse avec Hegel. Hein. Bon, Hegel qui est mort 10 ou 15 ans avant, mais bon, c'est une controverse par bouquin interposé. Principe de la philosophie du droit de Hegel et critique du droit politique hegelien. C'est une controverse sur l'État qui n'a jamais été dépassée jusqu'à présent et à laquelle je renvoie. Ça, tu en parles aussi dans ton livre. Voilà, j'en parle dans le livre. Et tu vois, tous les Birnbaum, Blondiot et tout ce que j'ai cité tout à l'heure, là, les soi-disant constitutionnalistes et les soi-disant politologues qui sont incapables de sortir de la représentation, je les invite à lire ça. Parce que c'est une critique cruelle de tout ce qu'ils sont en train de nous raconter. Et c'est une forte incitation pour nous à dépasser la démocratie, le système représentatif, et à mettre en place, avec le peuple lui-même, une démocratie délibérative. Eh ben, c'est une très bonne conclusion. Donc, je te remercie, Jean-Michel, pour toutes ces explications. Et merci donc, de m'avoir invité. Avec plaisir. Et donc, on conseille à tout le monde de lire ton ouvrage, donc en 2 tomes. Donc, la démocratie ne peut pas être représentative et quelle démocratie délibérative. Et sous tes conseils aussi, je conseille à tout le monde de lire Marx, Lénine et puis Hegel pour les plus aguerris. Sans oublier Engels. Et Engels, voilà. Merci beaucoup et à bientôt.